Bonjour à tous, ceux qui nous rejoignent pour la deuxième partie de cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indés Radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France et avec TV5 Monde. L'invité politique à 8h aujourd'hui, c'est Philippe Dallier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur LR de Seine-Saint-Denis et vice-président du Sénat. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Oriane Mancini de Public Sénat, chargée des opérations spéciales et spécialiste politique. Bonjour, merci. Bonjour Cyril. Bonjour. Et Jefferson Desports qui fait son retour depuis le début de l'année, on ne l'avait pas vu. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Cyril. Et bonjour Philippe Dallier. Vous êtes d'ailleurs, vous appartenez au journal Sud-Ouest, partenaire de cette matinale d'infos. On démarre tout de suite avec la une du Midi Libre. Maison de retraite au bout du rouleau. Ça résume bien ce matin ce qu'on dit. Cette grève d'une ampleur inédite aujourd'hui dans les EHPAD, les maisons de retraite. Les personnels dénoncent leurs conditions de travail. Est-ce que vous comprenez, vous, leur colère ? Oui, je peux le comprendre. Vous savez, je suis encore élu local, conseiller municipal, mais j'ai été maire pendant 22 ans. J'ai 2 EHPAD sur ma commune, dont un établissement que nous avons ouvert. Et il faut voir effectivement les conditions qui sont celles des personnels. La dépendance est un sujet qui prend une ampleur que nous n'avions peut-être pas suffisamment mesurée. Et donc, il y a une réponse politique à apporter, et notamment en essayant d'améliorer la qualité de l'accueil et des soins dans les établissements. Voilà, ça demande des moyens financiers très importants. Là, on est face à une réforme qui inquiète. Alors, c'est vrai qu'il y a de bonnes intentions dans la réforme, puisque l'idée était un peu de rééquilibrer les choses, puisque aujourd'hui, en fonction de la date de création des établissements, le mode de financement n'est pas exactement le même. Donc, l'idée, effectivement, de retrouver une moyenne est intéressante, mais ceci étant dit, globalement, il y a un besoin auquel nous ne faisons pas face. Alors vous parliez de ces moyens financiers. La ministre Agnès Buzyn a lâché du lest. La semaine dernière, 50 millions d'euros vont être donnés aux agences régionales de santé, en plus des 100 millions d'euros déjà inscrits au budget 2018 de la sécurité sociale. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que l'État a réellement pris la mesure de la situation ? Écoutez, suffisant, nous verrons, mais en tous les cas, c'est effectivement un effort qui est fait par le gouvernement. Mais je pense que c'est peut-être l'occasion pour essayer de reposer tout cela à plat et engager le dialogue à la fois avec les personnels, avec les élus locaux, parce que les territoires ont une grande importance dans ces sujets-là. Et puis effectivement, la France est un pays qui vieillit. Il faut en avoir conscience. On a la natalité qui baisse d'un côté, l'espérance de vie qui augmente, mais beaucoup de nos compatriotes sont frappés par la dépendance et il faut que collectivement ce pays soit capable d'améliorer la prise en charge. Jefferson Desports. Philippe Dallier, l'actualité c'est aussi le logement. La Fondation Abbé Pierre a rendu son rapport aujourd'hui. 4 millions de Français sont mal logés. Est-ce que vous faites un lien avec la baisse des APL décidée par ce gouvernement ? Non, on ne va pas faire de lien, parce qu'on peut faire un lien sur le sujet. Je me suis beaucoup impliqué, depuis longtemps d'ailleurs, sur le sujet du logement, mais particulièrement en loi de finances, et je dois vous dire que ce que semble vouloir faire le gouvernement m'inquiète. Parce que le premier objectif... Un choc d'offres, notamment avec beaucoup de construction. Oui, d'abord des économies budgétaires, et puis avec manifestement la volonté de remettre en cause le modèle du logement social. Avec, je vais pas dire une privatisation, mais on voit bien que le modèle tel qu'il existait, qui a peut-être des défauts qu'il faut certainement corriger, rationaliser la dépense publique, c'est également un objectif qu'on peut essayer d'atteindre. Mais j'ai un peu le sentiment que le gouvernement avance à pas masquer et qu'au bout du compte, on veut pousser les offices à disparaître, à fusionner. Moi, je crains beaucoup les conséquences de ce qui a été fait dans la loi de finances. On a beaucoup de mesures qui sont des mesures qui vont à l'encontre de la dynamique de la création de logements qui s'était pourtant réincarnée en 2017. Donc moi, j'invite le gouvernement à la prudence. Voilà, on avait de bons chiffres de construction, ils ont faibli au dernier trimestre de l'année 2017. Je pense que les annonces du gouvernement n'y sont pas pour rien et je redis au gouvernement que le secteur du logement est un secteur très important pour les Français d'abord qui doivent se loger, mais aussi pour l'économie du pays. Et je suis très inquiet de ce qui est en train de se passer. Autre sujet, Philippe Dallier, les prisons. On se dirige vers une sortie de crise dans ce conflit des prisons. Est-ce que Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a bien géré le dossier ? Bien géré. En tous les cas, il y a une urgence. Et malheureusement, elle n'est pas d'hier, cette urgence. Le constat de l'état de nos prisons a été fait de très longue date. Je me souviens du rapport de notre ancien collègue Le Cerf, qui décrivait une situation absolument calamiteuse. Et il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis. Nous avions proposé la création de 20 000 places de prison. Le gouvernement précédent, François Hollande, a tout arrêté. Et on redécouvre aujourd'hui la nécessité de construire des places. Puis il y a la politique pénale derrière. Bon, voilà. Donc il y a une urgence absolue. Je pense que le gouvernement doit y répondre. Ça va encore prendre du temps, parce que construire des places, ça ne se fait pas comme cela en 6 mois. Mais il est temps que ce pays assume ses responsabilités dans ce domaine-là. Philippe Dallier, toujours sur cette question des prisons, Renaud Muselier, le président LR de la région Sud, a fortement critiqué Nicole Belloubet. Il avait dénoncé son incompétence crasse. Ce sont ses mots. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce vocabulaire ? Non.
Il est allé trop loin, Muselier ? Écoutez, chacun est libre de ses propos, mais incompétence crasse. Vous savez, Nicole Belloubet, on l'a vu ici au Sénat en séance. Quel sénateur aujourd'hui dirait qu'elle est d'une incompétence crasse ? Comment vous expliquez justement cette charge de Muselier ? Politique ? Écoutez, il y a parfois des politiques qui se laissent emporter, ça m'arrive parfois également, mais voilà, je trouve que les mots ne sont pas... Enfin, c'est pas correct. On a parlé de ces conflits depuis le début de cette émission, les EHPAD, les hôpitaux, les prisons. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de l'état de grâce pour Emmanuel Macron et l'exécutif ? Écoutez, il est clair que ce pays est confronté à énormément de sujets. Pendant les 6 premiers mois, Emmanuel Macron s'est très bien débrouillé en matière de communication. C'est le moins qu'on puisse dire. Maintenant, il est confronté au dur. Uniquement de la communication, selon vous ? Pas uniquement de la communication. Il y a un certain nombre de choses qui ont été amorcées. Mais lors de l'examen de la loi de finances, nous avons ici sévèrement critiqué le manque d'ambition d'un certain nombre de politiques. Les grandes réformes dont le pays a besoin, on ne les a pas vues se dessiner. Et donc, on voit bien qu'il y a des sujets qui sont restés en attente pendant des années. On a peut-être aussi une part de responsabilité, mais il va falloir les traiter. Et c'est là où ça devient plus difficile. Donc, je pense que le gouvernement est entré dans cette phase où les Français vont attendre des résultats. Est-ce que vous pensez que ces conflits sectoriels qui se multiplient, c'est le signe que Emmanuel Macron n'avait pas forcément bien anticipé la situation ? Est-ce qu'il est déconnecté des réalités du pays ? Non, mais déconnecté des réalités. Écoutez, est-ce que quelqu'un est complètement déconnecté des réalités ? Voilà, est-ce qu'il a pris toute la mesure des sujets qu'il a sur la table aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais voilà. Mais on jugera sur pièce. Écoutez, pas faire de procès d'intention. Tout ce que je dis, c'est que dans la loi de finances, on n'a pas vu. On n'a pas trouvé ce qu'on aurait pu attendre. C'est-à-dire que des réformes structurelles, elles ne sont pas amorcées. Il y a eu un certain nombre de décisions de prise, mais on aura un budget 2018 avec un déficit budgétaire prévisionnel qui augmente par rapport au déficit prévisionnel de l'année précédente. Donc il va falloir à la fois diminuer les dépenses publiques, réformer structurellement ce pays et répondre aux attentes des Français dans un certain nombre de sujets qui sont nombreuses. Alors Philippe Dallier, une mesure très concrète, c'est la baisse des charges sur les salaires. Elle est effective pour le mois de janvier. Est-ce que c'est une bonne mesure pour le pouvoir d'achat? Là, pour le coup, c'est effectif et vous pouvez juger sur pièce. Pour le pouvoir d'achat, écoutez, moi, en 2018, l'augmentation des impôts et des charges, ça sera 4,5 milliards d'euros. Parce que il y a d'abord l'augmentation de la CSG qui va frapper les retraités qui découvrent aujourd'hui, et pour certains qui découvrent durement, parce qu'on nous avait dit que ça concernait les retraités à partir de 1 200 euros. Moi, j'ai vu passer des commentaires de retraités qui touchent 1050 euros et qui ont été impactés par la CSG. Fini par dire qu'on n'y comprend plus grand-chose. Donc, ceci étant dit, le pouvoir d'achat, c'est pas en 2018 qu'il va augmenter. Donc, il y a eu des redistributions entre catégories. Le gouvernement a fait des choix. Il a choisi de taxer tout le monde par la CSG. Il y aura de bonnes nouvelles pour certains avec la baisse de la taxe d'habitation en fin d'année. Tout le monde n'est pas mis à la même enseigne, mais 2018 ne sera pas l'année du pouvoir d'achat. Au mois de janvier, leur salaire net augmenté. Non, mais certains, oui. Mais voilà, il faut avoir aussi l'honnêteté de dire que tout le monde n'est pas mis à la même enseigne. Voilà. Moi, je redis ici, parce que c'est un sujet qu'on a maintes fois débattu, je pense que l'augmentation de la CSG est une mauvaise solution. Il aurait mieux valu effectivement utiliser l'augmentation de la TVA pour bien des raisons. Un mot sur la révision constitutionnelle avant de passer à l'actualité politique. Ce soir, Emmanuel Macron présentera ses vœux aux parlementaires. Il sera sans doute question de cette révision constitutionnelle. Dimanche, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a ouvert la voie au référendum pour faire passer certaines mesures de cette révision. Est-ce qu'en tant que premier vice-président du Sénat, en tant que parlementaire, vous accepteriez cette voie ? Écoutez, nous verrons. Je pense qu'on est dans une phase un peu voilà, chacun se teste et le président du Sénat, Gérard Larcher, a redit clairement qu'on était dans la recherche d'un compromis, mais du bon compromis. Il vous semble encore possible ce compromis ? Écoutez, on va donner un peu de temps au temps. Il y a des lignes rouges sur lesquelles, effectivement... Ce seraient lesquelles, justement, ces lignes rouges ? Notamment la représentation des territoires, et des territoires les moins peuplés, parce que réduire le nombre de députés et de sénateurs, très bien. La question, c'est de savoir s'il restera au moins un sénateur et un député par département. Or, en tombant à 250 ou 240 sénateurs, ça va devenir difficile pour les territoires les moins peuplés. Et puis pour les députés, c'est la même chose, à partir du moment où on veut une centaine de députés élus à la proportionnelle. Donc il y a des sujets de fond qui ne sont pas de petits sujets. Et donc il y a une ligne rouge là-dessus, nous verrons. C'est Philippe Dallier, le sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat, qui est notre invité aujourd'hui dans le Territoire d'Info. Samedi, au mouvement, au Conseil national, vous avez annoncé que vous quittiez la présidence de ce mouvement, de la Fédération Les Républicains de Seine-Saint-Denis, disant « Il y a des moments où trop c'est trop ». Que s'est-il passé pour que vous disiez ça ?
Écoutez, j'ai découvert en cinémascope sur grand écran que je ne figurais plus parmi les membres du bureau politique. Pas plus d'ailleurs que Bruno Béchiza. Vous n'aviez pas été averti à aucun moment? Non, à aucun moment. Pas plus d'ailleurs que Bruno Béchiza, qui est le maire d'Aulnay et qui est secrétaire départemental de cette fédération. Vous payez quoi? Voilà. Donc il y a un problème de forme. Là, je pense que sur la forme, on a vraiment touché le fond, parce que si on n'est vraiment pas capable de nous passer un coup de fil pour nous dire, écoute, on est désolé, etc., j'aurais pu entendre. Donc il y a un problème de forme, une espèce de mépris que je trouve absolument insupportable. Puis après, il y a un problème de fond, parce que si effectivement Bruno Béchiza et moi sortons, on est remplacé par deux personnes, deux militants de Seine-Saint-Denis, élus également, qui effectivement ont ouvertement soutenu Laurent Wauquiez pour l'élection à la présidence. Donc je pense que sur le fond, c'est ce que nous payons. Alors au moment où on nous dit qu'il faut rassembler la famille et où on est sorti de cette manière-là sans autre forme d'explication, je trouve qu'à un moment il y en a marre et puis il faut en tirer les conséquences. Vous avez quelles conséquences vous allez en tirer? Vous allez quitter le parti? Je quitte, non, je vais rester aux Républicains parce que c'est ma famille politique, mais la présidence de la fédération, et pourtant je la tiens de l'élection des militants. Alors c'est vrai que ça me fait un peu de la peine de lâcher comme ça et de les lâcher comme ça. Vous allez leur expliquer ça ou pas? Oui, bien sûr, mais à partir du moment où vous êtes le président de la fédération et que vous-même et le secrétaire départemental sont sortis comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un désaveu de la manière dont on a conduit les choses dans ce département? Vous savez, la Seine-Saint-Denis, c'est difficile à tous les points de vue. C'est difficile aussi pour nous, en termes politiques. Et pourtant, en 2017, on avait un parlementaire. Aujourd'hui, on en a 3. Il n'y a pas beaucoup de départements où les Républicains ont augmenté de manière aussi sensible leur nombre de parlementaires. Donc, voilà. Est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu soutenir Laurent Wauquiez un peu plus fortement pour être dans le bureau politique, ou c'est un règlement de compte? Écoutez, Laurent Wauquiez doit m'appeler cet après-midi, donc j'attends son coup de téléphone. Et qu'est-ce que vous allez lui dire alors? Je vais lui dire ce que je viens de vous dire, et puis on verra. Il ne vous a toujours pas donné d'explication depuis samedi? J'ai reçu un SMS de sa part samedi après-midi. Je préfère ne pas vous en donner le contenu parce que c'est ce qui m'a fait publier la lettre que vous avez trouvée sur Twitter. Donc c'était pas un SMS, on va dire cordial, et en tout cas qui allait dans votre sens? C'était de me dire qu'il savait pas que j'étais candidat et qu'il m'appellerait dans l'après-midi. Donc il y a un problème de communication, en tout cas chez les Républicains, pour le moins. Non. Et quand on sait comment se passent les désignations au bureau politique, et notamment quand on est membre sortant, c'est une explication qui m'a fait tomber à la renverse. En tout cas, cette désignation au bureau politique a créé beaucoup de remous. Florence Portelli a eu des mots très durs, elle l'a qualifié notamment de stalinien. Vous dites quoi aujourd'hui? C'est une reprise en main du parti? Non, mais il n'y a qu'une seule ligne. Même. Être ou ne pas être au bureau politique, après tout, franchement, mais c'est la manière que je trouve insupportable. Vous savez, je milite dans ce département depuis 1981, j'étais au lycée. Et je faisais déjà de la politique quand j'étais au collège, sans militer. Être traité comme ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Voilà. Alors, au-delà de ça, pendant l'élection interne, en tant que président de la fédération, et Bruno Béchiza en tant que secrétaire départemental, on avait dit on ne soutient personne parce que, eu égard à l'état de la famille, il vaut mieux que les représentants laissent les choses se faire. Voilà. Alors si au bout du compte, par-dessus le marché, j'allais dire, on nous fait payer le fait de ne pas avoir affiché un engagement, c'est tout le monde fait comme vous et quitte la présidence, là, vous aviez la présidence de la fédération dans ce département, si tout le monde fait comme vous, il n'y aura pas de contestation possible en interne. Là, Non, mais je reste républicain, je reste dans la famille, je vais voir comment les choses vont tourner, mais je vais aussi dire ce que je pense de la manière dont les choses sont menées, c'est tout. Voilà, moi j'ai un peu de caractère, et quand les choses ne vont pas, je le dis. Alors, ça mécontente certains, parce qu'on nous dit toujours, non, mais il ne faut pas exprimer publiquement, etc. Il est insupportable de nous avoir traités comme ça, point. C'est du mépris. Est-ce que Laurent Wauquiez est en train de créer ses propres frondeurs au sein du parti? Écoutez, son premier objectif, c'est de rassembler la famille. Voilà. Et je termine mon courrier comme ça en lui disant que je lui fais pas de procès d'intention, beaucoup lui en font, moi je ne lui en ai pas fait, je ne lui en fais pas. Mais je constate sur pièce, alors je me dis ça commence mal quand même. Valérie Pécresse a été sifflée pendant ce congrès, en tout cas cette réunion samedi. Ces sifflets, vous les prenez comment? Écoutez, je les déplore. On parlait de rassemblement de la famille à l'instant. Je les déplore parce que ceux qui sifflent, ce sont des militants, des élus, des cadres. Enfin, on a aussi pensé à l'image que ça donne. Voilà. Ce que je souhaite, voyez-vous, c'est que une famille politique, surtout une famille politique comme la nôtre, ça peut pas être monolithique, monobloc, tout le monde derrière une personne et personne n'exprime aucune distinction, aucune différence. Ça peut pas être comme ça. Mais pour tous les cas, si ça devient comme ça, on sera beaucoup à considérer qu'on n'y a plus notre place.
Donc je veux encore croire, effectivement, qu'on peut, et qu'il y a des sensibilités. Et Philippe Dallier, est-ce que la ligne Wauquiez, c'est la vôtre? Cette ligne à droite toute, qu'il a défendue pendant sa campagne, c'est la vôtre ou pas? Ah bah à droite toute, non, c'est pas ma campagne, c'est pas ma ligne en tous les cas. Du coup, vous allez vous rapprocher pour la présidentielle. Oui, j'avais soutenu François Fillon parce que je croyais effectivement, je croyais en lui. Et je croyais surtout que le projet politique qu'il portait était de nature à pouvoir redresser ce pays. Et je le crois toujours d'ailleurs sur le. Mais sa ligne était à droite. À droite. Oui, mais à droite. Vous savez, quand on dit à droite, qu'est-ce qu'on veut dire? À droite, c'est ultralibéral, ça veut dire. Moi, voyez-vous, je suis gaulliste. Est-ce qu'il y a deux droites, comme le dit Valérie Pécresse? Je viens d'un département et mes origines font que, voilà, je prête peut-être une attention plus grande aux problèmes sociaux, aux problèmes du logement, aux problèmes de la politique de la ville. C'est vrai que lorsque Laurent Wauquiez avait dit que l'assistanat était un cancer, bon, depuis, il a dit qu'il regrettait ses propos, mais heureusement, parce que, voilà, c'est pas ma vision des choses. On est face à deux droites aujourd'hui, Philippe Dallier. Oui, mais elles ne sont pas irréconciliables. Et c'est là tout l'enjeu. Et moi, je pense qu'on ne regagnera pas tout seul, coincé entre le Front National et la République En Marche. Donc, si on n'arrive pas à nouveau à rassembler, et c'est bien le mot, si on n'arrive pas à rassembler des gens qui ne sont pas exactement d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur les grandes lignes, ben on restera dans l'opposition. Ben, on en prend pour 10 ans dans l'opposition. Et ce sera la fin des Républicains? Philippe Dallier, sur ce thème-là, est-ce que les européennes, vous craignez cette échéance? Ou là, il va y avoir une vraie clarification de ligne? Bah, écoutez, les européennes, ça a toujours été des élections difficiles pour nous. Hein, donc nous verrons quelle est la ligne qui est défendue. Moi, je ne peux pas en préjuger. Mais j'espère que ça ne sera pas une ligne anti-européenne. Il y a des choses à réformer. Vous pourriez vous retrouver dans la ligne de Juppé? Moi, je ne me positionne pas par Alain Juppé en particulier. Une question territoriale pour terminer. Emmanuel Macron devait recevoir hier les présidents des conseils départementaux du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Rendez-vous annulé pour des raisons d'agenda, nous a-t-on expliqué. Vous le déplorez? Il doit s'exprimer rapidement sur ce sujet ou pas? Étant donné ce que j'ai lu dans Le Monde de ce que pourrait être le projet du gouvernement dans le Grand Paris, je préfère qu'ils prennent le temps de la réflexion. Voilà, moi ça fait 10 ans que j'ai rendu pour le Sénat ici un rapport, j'ai été le premier, qui proposait la création de la métropole du Grand Paris. Mais vous pensez que c'est pour ça? C'est pour réfléchir qu'il a pris le temps? Notamment en faisant disparaître les départements de petite couronne au profit d'une métropole. J'entends dire aujourd'hui qu'on pourrait faire disparaître les départements au profit des territoires, ce qui reviendrait à couper la Seine-Saint-Denis en 4 et en demandant à ces 4 morceaux de se dépatouiller. Je ne peux pas croire que ça soit la solution retenue. Donc que le président prenne son temps, eh bien tant mieux si c'est pour nous dire que ce que nous annonçait Le Monde ne sera pas la solution retenue. Est-ce qu'on risque, avec ce que projette de faire Emmanuel Macron, de se retrouver avec une Île-de-France à 2 vitesses? Bah écoutez, elle est déjà à 2 vitesses, mais la métropole est déjà à 2 vitesses. Hein, vous avez d'un côté la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, et puis de l'autre côté Paris et la Haute-Seine, même si effectivement c'est un peu caricatural de dire ça. Mais je pense que la cohésion urbaine et sociale est un enjeu fondamental dans la création de la métropole. Bien sûr, c'est une métropole de rang mondial. Sa compétitivité, c'est un sujet primordial. Mais il n'y aura pas de compétitivité s'il n'y a pas de cohésion urbaine et sociale. Et c'est pas en découpant la Seine-Saint-Denis en 4 qu'on réglera le problème. Merci. Vous êtes sénateur LR de la Seine-Saint-Denis, je le rappelle, vice-président du Sénat, premier vice-président du Sénat d'ailleurs. Merci d'avoir été notre invité politique. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci Philippe Dallier. Voilà, Philippe Dallier, sénateur LR de Seine-Saint-Denis, quitte ce plateau, font leurs entrées pour la deuxième partie de cette matinale d'info. Ils étaient là dans la première partie, Jean-Michel Elvig de La République des Pyrénées, un des journaux du groupe Sud-Ouest, partenaire de cette matinale, et Hervé Favre de La Voix du Nord, également partenaire de cette matinale. Merci messieurs d'être là. On démarre avec cette grève d'une ampleur inédite aujourd'hui dans les EHPAD, les maisons de retraite. Les personnels dénoncent leurs conditions de travail. On a demandé à notre invité s'il comprenait évidemment leur colère. Il a dit oui, et il a expliqué qu'au fond, le gouvernement ne pouvait pas tout faire tout seul, tout de suite, et que le problème remontait à très loin, Jean-Michel Elvig. Oui, je crois qu'il a l'honnêteté de reconnaître que c'est un problème ancien qui aurait peut-être, dont l'ampleur aurait pu être prise en compte davantage auparavant, sous les précédents gouvernements. C'est d'ailleurs toute la tonalité de
son intervention, de l'entretien qu'il vient d'avoir, c'est d'être à la fois critique et en même temps faisant la part des choses, se refusant à des jugements définitifs sur les personnes et sur les politiques. C'est du Pécresse. Enfin, c'est du Pécresse. C'est pas du tout pour dire qu'il a besoin de Valérie Pécresse pour penser par lui-même. Mais je veux dire, ça dessine comme ça, à l'intérieur des Républicains, puisqu'il y reste une ligne de fracture avec la politique Wauquiez qui est on tire sur tout ce qui bouge dès que ça vient du gouvernement. Hervé Favre, est-ce que vous pensez qu'il y a deux droites irréconciliables? Lui, notre invité, pense qu'elles sont conciliables. Elles sont réconciliables. En fait, il est sur la ligne de Valérie Pécresse. C'est ce qu'elle est venue dire au Conseil national samedi. Donc j'ai assisté. Sous les huées. Sous les huées. Alors, il faut dire qu'elle a un peu cherché ces huées parce que arrivée au bout d'un quart d'heure en plein discours introductif de Jean Leonetti avec une claque derrière elle créant beaucoup de bruit, forcément, ça ne pouvait que susciter des réactions hostiles. Et après, effectivement, quand elle est revenue pour annoncer, pour demander au Conseil national de voter la création de son mouvement libre à l'intérieur, elle a parlé de ces deux droites et elle s'est fait immédiatement contrer par Laurent Wauquiez et Virginie Calmès qui lui ont dit non, il n'y a qu'une seule droite. Je pense qu'elle a raison, effectivement, il y a toujours eu deux droites, il y en a même eu trois, je crois, c'était René Raymond qui les théorisait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais manifestement, Laurent Wauquiez veut que ce soit sa droite qui donne le là au mouvement. Oui. On a bien vu ce matin sur ce plateau la volonté de Philippe Dallier, donc sénateur LR de Seine-Saint-Denis, c'est vrai, vice-président du Sénat, de ne pas tout rejeter en bloc, au fond, dans ce qui se passe aujourd'hui et dans la politique que mènent Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Par exemple, il a pris la défense très clairement de Nicole Belloubet, qui avait été attaquée sur ce plateau par Renaud Muselier, qu'il a trouvée totalement incompétente. Lui, il a dit non, elle n'est pas incompétente, on l'a reçue au Sénat. Voilà, on découvre la nécessité de construire des places. Au fond, ce gouvernement hérite d'une situation déjà fortement dégradée depuis longtemps. On voit quand même une volonté sur certains sujets d'être positif avec le gouvernement. C'est ça, cette droite nouvelle qui se dessine, Jean-Michel Hedwig? Oui, c'est d'abord se souvenir qu'on a gouverné soi-même. Enfin, il n'a pas été forcément ministre. Je ne crois pas qu'il ait été ministre. Non, il n'a pas été ministre. Mais enfin, sa famille politique a été au pouvoir. C'est se souvenir donc que sa famille politique a été au pouvoir il n'y a pas si longtemps que ça, 5 ans. Et puis que demain, elle pourrait se retrouver à nouveau au pouvoir et qu'elle sera comptable de tout ce qui aura pu être dit dans l'opposition. C'est clairement l'anti-Wauquiez. C'est-à-dire, c'est une conception de la politique qui rejette cette espèce d'attitude consistant à dire on est dans l'opposition, donc on s'oppose à tout. Sinon on n'existe pas. Lui prétend plus au fait sans doute de certaines réalités du passé et de l'avenir, sinon du présent. Non, il n'est pas du tout sur cette ligne-là. C'est vraiment l'anti-Wauquiez. En même temps, de temps en temps, il met un coup de griffe au gouvernement ou à Emmanuel Macron. Le manque d'ambition de la politique d'Emmanuel Macron. Les Français attendent des résultats. On voit bien qu'il est sur la crête. Et sur le logement, puisque sur le logement, vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que... il est d'ailleurs un spécialiste du logement lui-même. Il est spécialiste du logement. Et impliqué dans cette problématique. Effectivement, le gouvernement a fait une très grosse erreur politique avec cette histoire des 5 € d'APL et il veut faire payer finalement après les organismes d'HLM, leur faire assumer cette mesure. Et donc, c'est un angle d'attaque évidemment, mais il ne s'opposera pas, enfin il fait partie de cette partie de la droite qui ne veut pas systématiquement s'opposer à Emmanuel Macron. Et Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, qui a des problèmes en ce moment, mais renvoient très souvent à l'Assemblée leurs anciens collègues de droite à leur contradiction, en disant que voilà, nous menons une politique économique que vous auriez vous-même appliquée. Jean-Michel Hedwig, là-dessus. Oui, c'est tout à fait ça. Je n'ajouterai pas grand-chose. C'est vrai que c'est une façon de concevoir la politique, et d'établir potentiellement des ponts pour non pas des alliances, mais des accords sur tel ou tel sujet. On voit sur la réforme constitutionnelle... Le dialogue a lieu.
le dialogue ait lieu. Encore une fois, c'est exactement l'inverse de ce que préconise Laurent Wauquiez. Expliquez-moi pourquoi Laurent Wauquiez a cette attitude qui, au fond, lui nuit. On a un président de fédération important de Seine-Saint-Denis qui va démissionner parce qu'il pense, et probablement à juste titre, avoir été maltraité par Laurent Wauquiez et ses équipes. Il a reçu un SMS très désagréable, voilà, et donc il a décidé de démissionner. C'est une mauvaise stratégie interne en termes de mouvement pour Wauquiez. C'est le style Wauquiez qui plaît à certains, à une base militante qui veut des idées simples, un chef qui en impose. De ce point de vue-là, ça marche de la même manière que son projet politique, son ambition politique est de récupérer un électorat du FN parce qu'il voit bien que sur sa gauche, enfin si on peut dire comme ça, il y a une partie de l'électorat, une grande partie de son électorat qui est déjà parti chez Macron. Donc de ce point de vue-là, c'est pas tout à fait pareil. Et j'ajoute à ça, il y a d'autant plus mauvaise qu'il est quand même dans un département où le FN est très fort et où il a réussi, enfin sa fédération départementale a réussi à gagner des élus. Exactement. Moi, ça m'a frappé au Conseil national samedi. Vous y étiez, hein, c'est le discours de Sarkozy 2006-2007. C'était la campagne à droite toute. Je veux récupérer les électeurs qui sont partis chez Marine Le Pen et je fais ce qu'on appelait le gros rouge qui tâche, quoi. Donc aujourd'hui, Laurent Wauquiez suit cette voie. Vous y étiez, la salle adhérait à tout ça? Oui, majoritairement, oui, bien sûr. Mais Valérie Pécresse a un peu bousculé cet ordre avec son arrivée un peu fracassante. Écoutez, oui, il y a une majorité des militants qui sont aujourd'hui sur la ligne Wauquiez. Ça me paraît incontestable. Les élections l'ont montré, les élections pour la présidence du mouvement. Mais c'était le noyau dur des militants. Et pas forcément les sympathisants de droite. Merci beaucoup Hervé Favre de La Voix du Nord. Merci beaucoup Jean-Michel Elvig de La République des Pyrénées pour cet éclairage politique de l'interview de notre invité Philippe Dallier, le sénateur LR de Seine-Saint-Denis, vice-président du Sénat. On va passer au Zap Monde maintenant. C'est un résumé en quelques minutes de ce que vous devez savoir de ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde. On regarde ensemble. 4 attentats en 10 jours et désormais 2 organisations terroristes pour les revendiquer dans une rivalité sanglante. L'État islamique est entré dans le grand jeu afghan au moment où les forces internationales reculent devant les talibans, 16 ans après l'invasion américaine de 2001. Aujourd'hui, la moitié de ce pays de montagne, grand comme 15 fois la Suisse, vit sous le régime des talibans. Ici, en vert sur la carte, mais toujours plus aussi celui du groupe État islamique qui prospère dans le salafisme des villes. Il aurait dû quitter son poste au mois de mars, mais a créé la surprise en annonçant sa démission ce lundi avec effet immédiat. Depuis plusieurs mois, Andrew McCabe, directeur adjoint du FBI, était la cible de critiques de Donald Trump. En décembre dernier, dans ce tweet, le président américain comptait les jours avant son départ. Donald Trump lui reprochait d'être trop proche des démocrates. La Maison-Blanche a réagi à la démission d'Andrew McCabe et décline toute responsabilité dans son départ. Gravé en lettres d'or, en chinois et en anglais, ce cadeau de la Chine à l'Union africaine, inauguré en 2012 dans la capitale éthiopienne. Un cadeau qui pourrait être empoisonné, selon le journal français Le Monde. Le quotidien révèle que depuis le début, Pékin espionne. Des serveurs informatiques de l'UA auraient transféré des données vers d'autres serveurs basés à Shanghai. Après examen minutieux des locaux, des micros cachés auraient aussi été découverts. Une simple pression suffira pour le libérer. Le dioxyde d'azote, c'est son odeur douceâtre que l'on perçoit dans les rues polluées. Des émissions toxiques auxquelles une dizaine de singes ont été volontairement exposés. C'est le New York Times qui dévoile comment ces tests ont été commandés par 3 grands constructeurs allemands. Enfermer les primates, leur faire respirer la fumée. Objectif, prouver à tout prix que les véhicules diesel de technologie récente sont plus propres que les vieux modèles. Voilà, merci de votre fidélité. Demain, une matinale d'infos un peu exceptionnelle en 2 temps. Première partie, un invité sur ce plateau en direct, le prince Albert de Monaco sera présent. Deuxième partie, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui sera là pour l'interview politique. On se retrouve demain matin. Merci à tous, bonne journée.